Rebonjour à ceux qui étaient là ce matin. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Nous sommes ravis de vous retrouver ou de vous rencontrer aujourd'hui pour cette grande journée au sujet des ingrédients de la parfumerie, de la matière à parfum, beaucoup plus largement. Et nous allons poursuivre notre après-midi avec la deuxième session, matière à chercher. Donc cette matière qu'il faut trouver, qu'il faut chercher à la fois dans la nature et dans la synthèse, dans l'approche par la chimie. Nous allons commencer avec la présentation de Stéphane Picard, qui s'intitule « Retour aux sources du parfum ». Alors, Stéphane Picard, le ouzou du parfum récemment développé par Lionel Payès, vous décrit comme un aventurier infatigable, un détrousseur de méridiens et sourceur de matières premières, ce qui est votre titre principal. Un article récent de la revue Nez sur les parfums de niche vous nomme aussi l'Indiana Jones des ingrédients naturels. Depuis que vous avez créé la société Behave en 2007, vous prenez la tangente tous les 2 mois pour traquer de nouvelles essences, comme d'autres cherchent de l'or. Si vous avez le goût du lointain, cela vient de votre passion pour les matières bizarres, déjantées, furieuses. Je continue à citer l'article. Et vous vous perdez volontiers dans des jardins de chamans pour renifler les décoctions, là où personne n'oserait aventurer son nez. Donc vous voulez démontrer qu'on peut encore découvrir de nouveaux ingrédients qui donneront un supplément d'âme à la parfumerie de luxe. Merci. Merci pour cette présentation qui est très flatteuse en tous les cas. Merci à l'Osmotech de m'accueillir aujourd'hui. Je connais bien Thomas Fontaine depuis de longue date et il y a maintenant 2 ans, on a travaillé sur un vieux parfum de Alexis Biette, 1884, un parfum d'une marque nantaise. On est allé chercher à refaire en fait une essence de muguet en travaillant sur l'enfleurage. Et donc, on a réussi à la faire avec 15 cadres d'enfleurage. On a récupéré 1,5 ml de muguet. Cette fleur muette, on a réussi à la faire parler. Donc, c'était quand même on a inondé le monde de ce 1,5 ml de muguet, mais on a prouvé qu'on pouvait le faire. Et grâce à l'Osmotech, on arrive à avoir des connaissances notamment des ingrédients qui ont disparu et qu'il faudrait retrouver. Donc, qu'est-ce qu'un sourceur? Un sourceur, c'est un homme ou une femme qui va au bout du monde chercher, dans mon cas en tous les cas, des matières premières pour la parfumerie. Il est bien sûr un voyageur, mais aussi ce qui importe, c'est les rencontres du terrain avec les producteurs, indigènes ou non, avec les distillateurs, les extracteurs, avec la nature, parce que là, je n'ai pas ces connaissances par rapport à la nature, donc du coup, moi j'ai besoin sur place d'avoir des gens qui ont ces compétences pour aller découvrir de nouveaux ingrédients, ou alors pour enchanter les ingrédients qui existent, mais qui sont malmenés aujourd'hui. Donc l'activité du sourceur, elle va être cette activité de lien entre le brutal, entre guillemets, la nature, et puis ce qu'on voit aujourd'hui enfin, c'est la parfumerie et les marques de parfum. Donc c'est essayer de rapprocher ces deux extrêmes et essayer d'avoir ce trait d'union le plus petit possible, de manière à leur amener et aux uns et aux autres la satisfaction d'avoir un bel ingrédient utilisable pour la parfumerie. Voilà le rôle du sourceur. Le sourceur est aussi un témoin de ce qui se passe aujourd'hui sur les évolutions climatiques, les changements de date, notamment de production de plantes. On parlait ce matin de l'Oliban avec Alexandre et Dieu sait si les arbres à encens sont massacrés aujourd'hui, ils sont incisés de façon importante et donc on utilise beaucoup de cette résine, trop. Et donc, du coup, ces arbres sont amenés à dépérir et la ressource encens est amenée, à mon avis, dans les années à venir, à avoir un véritable problème, en dehors du problème de développement durable. Donc, le métier de sourceur, c'est ça, c'est d'aller chercher ces matières premières, réinventer la parfumerie d'antan, mais aussi le faire avec les codes d'aujourd'hui.
Les codes d'aujourd'hui, c'est essentiellement, on en a parlé, c'est le développement durable. Donc du coup, c'est vérifier qu'on ait le moins d'empreintes possible vis-à-vis de l'environnement. Donc essayer de trouver la manière de transformer ces ingrédients en huile essentielle ou extrait, en chauffant le moins possible, en utilisant le moins d'énergie possible et en ramenant le maximum de valeur ajoutée. Le mot d'ordre de Sourceur, c'est la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est le parfumeur nous attend sur une différenciation, une matière qui va amener quelque chose à la parfumerie, qu'on va pouvoir ressentir dans son jus à l'état final. Il attend quelque chose qui soit puissant. Donc là, le réflexe terrain, c'est de trouver des matières qui déjà sentent fortes. Et puis, l'autre point qui est quand même très très important aujourd'hui et sur laquelle ma société s'est basée, c'est sur le développement durable et le fair trade. Donc, c'est de travailler de manière à ce que les producteurs aient le maximum de rémunération par rapport à leur travail et par rapport à leur fonction. Donc, je vous emmène en voyage sur trois destinations. La première, c'est le santal en Australie. Ça a été la première matière que j'ai sourcée dès 1997, grâce à un ami australien avec lequel on était en rapport sur les émeus et sur le crocodile. Donc absolument rien à voir avec les matières premières naturelles pour les parfums. Quoique, on a vu que les notes animales étaient importantes dans le domaine de la parfumerie. Le santal, c'est cet arbre mythique qui est utilisé depuis des millénaires par notamment les hindous, les aborigènes, dans les temples, qui est utilisé notamment pour le troisième œil dans l'entrée des temples et aussi brûlé. C'est une matière qui est fantastique, qui sert de fixateur au parfum et qui permet un long lasting sur la peau, donc qui permet de garder vraiment le parfum longtemps sur sa peau. Donc ça, c'est un des éléments importants de la parfumerie. On citera bien évidemment le Samsara de Guerlain qui en contient plus de 10% et qui a été sans doute le parfum qui contient le plus de santal au monde. Ce Santalum album est issu d'Inde au départ et malheureusement dans les années 80-90 il a été complètement déforesté, adultéré. Un fameux bandit, le Verapan, tuait les gens pour récolter le santal. Il faut voir qu'un arbre à santal en Inde représente la vie d'une famille pendant 1 an. La valeur de cet arbre, 1 an de vie en Inde. Donc c'est extrêmement important d'avoir une matière comme ça qui puisse rapporter. D'où la déforestation nombreuse de ce santal et pratiquement une adultération, donc un mélange de santal avec d'autres matières qui ont fait qu'en 80-90, les forêts de santal indien du côté de Mysore ont été complètement anéanties. La ressource nouvelle, c'est le santal spicatum, donc une espèce de santal australienne qui est utilisée depuis des millénaires par les premiers peuples du Gondwana, les aborigènes australiens. Ils s'en servaient notamment pour des cérémonies et pour quand ils partaient sur des longues distances. C'est un peu un anti-stress. Donc, ils fumaient, en fait, ils faisaient des fumées avec ces arbres de santal et embaumaient leur corps de manière à aller très loin et avoir une sorte de calme pour aller vers ces destinations. Quelques années après, le santal a été analysé par un docteur qui s'appelle le docteur Bourbauer, montrant que l'application d'une huile essentielle de santal sur la peau entraînait en fait le cœur en phase systolique à un ralentissement et amenait à la concentration. Donc ce qui était connu des aborigènes, ce qui était connu des moines bouddhistes, en fait a été prouvé sur le plan scientifique. Donc d'où encore l'histoire par rapport à ce santal. Le santal australien, contrairement au santal indien, est trouvé dans les espaces désertiques d'Australie, dans le cœur australien, et pousse en abondance. C'est un arbre qui met entre 30 et une centaine d'années pour pousser. Il ne pousse que de quelques millimètres par an. Donc quand on plante un santal, il faut savoir qu'on plante pour les générations à venir, donc c'est assez joli comme signe. Ce santal est un arbre qui est hémiparasite. Donc quand on plante un santal, on a besoin de 3 autres espèces d'arbres pour le nourrir. La première espèce va le nourrir par les racines. Il y a une deuxième espèce qui va pousser très très vite et qui va le protéger du soleil notamment. Et la troisième espèce va lui permettre de vivre sa deuxième vie entre guillemets de santal.
Donc voilà pourquoi le santal est un arbre. Là, j'en ai amené un beau morceau. Vous pourrez le voir tout à l'heure. Voilà, ce santal, on voit notamment la partie du cœur de santal, c'est celle qui contient l'huile essentielle. Elle est très très importante par rapport à la partie blanche, qui est la partie qui ne contient pas d'huile essentielle. Et ça, c'est dû au fait que cet arbre doit avoir une centaine d'années. Et donc, l'huile s'est constituée au fur et à mesure des années grâce au stress hydrique. Étant un arbre qui pousse dans le désert australien, il y a très peu d'eau. Et donc, du coup, cet arbre a besoin de stress pour pousser. Donc, on a aujourd'hui un certain nombre de plantations d'arbres santal en Inde et en Australie notamment, qui sont irriguées et qui permettent à ces arbres de pousser, mais avec beaucoup moins d'huile au cœur de cet arbre. Donc, comme je le disais, les aborigènes s'en servent depuis maintenant quelques dizaines de milliers d'années, essentiellement pour préparer des longs voyages, mais aussi lorsque leurs bébés pleurent, ils entourent en fait les bébés des fumées de santal de manière à les calmer. C'est un élément fort. Ce santal aujourd'hui est utilisé par les aborigènes comme onguent, et ils se servent aussi des fleurs qui ont une note très très animale. Là, vous allez sentir justement le santal, je crois. Donc, si vous fermez les yeux, vous allez vous retrouver dans le désert australien, avec ces notes très cédrées, secs, avec cette pointe animale. Et puis derrière, on a ce côté rond, etc., qui fait dire aux parfumeurs que le santal a une note proche de la peau de bébé. Hein, le côté lacté, lactonique, moins lacté que le santal album, hein, beaucoup moins lacté, mais qui fait aujourd'hui les beaux jours de la parfumerie, et qui est pour la première fois exploité par les aborigènes et les blancs australiens dans une société qui s'appelle Dodjan, donc qui veut dire santal, à 50-50. Donc les aborigènes sont partie prenante de leur propre développement lié à ce santal, et on a un certain nombre de jus qui ont été faits à base de ce santal, on va le voir après. Le premier qui a intégré le santal spicatum, c'est l'eau des merveilles d'Hermès. Puis chez Hermès aussi Voyage, bien évidemment. On retrouve le santal spicatum dans le santal 33 de la marque Le Labo, qui appartient maintenant à Estée Lauder, et récemment le santal précieux de chez Caron. Je reviens un petit peu en arrière, juste pour vous signaler une chose qui est importante. Le santal australien pousse sur le centre Australie, mais il faut savoir que les terres australiennes appartiennent à la Crownland, donc appartiennent à la reine d'Angleterre, au roi d'Angleterre maintenant, et est géré par la Forest Product Commission, donc c'est géré par l'État australien. Vous avez entendu parler des terra nullus, disant que les aborigènes n'étaient pas là avant les Blancs, et donc on a dénié leur existence sur l'Australie. Ça a été annulé en 1992, on a enfin reconnu les droits des aborigènes, et petit à petit, l'État leur redonne leur terroir, sans pour autant leur donner le droit d'exploiter les ressources, c'est-à-dire planter ou aller chercher en sous-sol. Donc ils récupèrent les droits, mais ils n'ont pas le droit d'exploiter. Donc c'est un combat qui est toujours d'actualité, mais de plus en plus, les aborigènes font savoir leurs droits, hein, donc via le gouvernement. À noter depuis ce santal spicatum qui a montré en fait au monde qu'on pouvait avoir un santal durable et éthique, il y a de nouveaux santals qui ont été plantés, notamment le santal album, qui a été planté en même temps que le santal album en Australie. Ça a été planté en Inde également. Et donc on retrouve aujourd'hui du santal album de plantation en Inde, en Australie bien évidemment, on en trouve au Sri Lanka. Et puis c'est développé autour du santal d'autres espèces qui n'étaient pas là à l'époque. Le Nouvelle-Calédonie, qui est venu effectivement enchanter les tables des parfumeurs. Et puis je signale celui de Hawaï aussi, qui est le Paniculatum, qui est un autre santal. Voilà. C'est un élément, le santal, qui est important pour la parfumerie, mais c'est un élément important pour moi, parce que ça m'a donné l'envie d'aller chercher d'autres ingrédients, en respectant là aussi l'environnement et les peuples. Ce qui est important, c'est quand on coupe un santal, on en replante une douzaine, de manière à être sûr qu'on en ait pour les générations à venir.
et qu'aujourd'hui, les distillateurs de santal sont propriétaires de leur... donc les aborigènes sont propriétaires de la distillerie et donc peuvent vendre leur santal directement sans avoir d'intermédiaire. Je vous emmène maintenant en Afrique. Ça a été un peu ma deuxième expérience après le Santal, expérience de rencontre notamment avec les tribus Imba. Grâce au contact qu'on avait établi avec les Nations Unies, j'ai eu ce contact avec une ONG qui s'appelle IRDNC et qui m'a fait rencontrer ces tribus Imba et qui m'a permis de commercialiser, grâce d'ailleurs à Man, une huile essentielle de myrrhe qu'on appelle la Commiphora wildi. Présente sur la Namibie. Il y a une vingtaine de commiphora. On a vu ce matin qu'il y avait plus de 100 espèces de commiphora. Il y en a déjà une vingtaine de présentes en Namibie. Et il faut savoir que cette commiphora, qui est une résine de myrrhe, cet arbuste, exude tous les ans, à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de décembre, jusqu'aux premières pluies. Et que les Imba, ces tribus qui ont été repoussées d'Angola, repoussées d'Afrique du Sud et donc coincées dans le désert du Kaokoland, sont des tribus éleveurs de chèvres et de vaches et n'ont que ça pour vivre. Donc ils vivent de leur vente de lait, ils vivent de leur vente de viande, de leur vente de bêtes, et c'est la seule nourriture qu'ils aient, c'est le seul moyen de rémunération. Et ces tribus qui vivent dans ce Kaokoland utilisent en fait cette résine de myrrhe depuis des lustres comme onguent et comme soignant, mélangée avec la crème de leur lait, mélangée avec l'ocre du sol, et viennent se couvrir les cheveux, le corps, les bijoux. Et ça les permet de protéger par rapport au soleil et aussi de se protéger par rapport aux insectes. Et il se trouve que cette myrrhe exude en période estivale, donc de octobre à décembre, et donc apporte une rémunération supplémentaire aux Imba. J'en viens au Bushman Candle. Quand on est sur le terrain et qu'on cherche des matières, donc on avait cette ONG qui m'avait indiqué cette commiphora. Et puis l'idée, c'est quand même de développer, quand on a développé ce relationnel, cette filière avec ces tribus, c'est d'aller trouver d'autres matières autour de cette résine. Et j'ai eu la chance de pouvoir sentir sur le terrain cette matière qui est le Bushman Candle. C'est issu d'un petit arbuste qu'on appelle le sarcocolon. Alors là, celui-ci, c'est le Mosamedense. Il y a d'autres sarcocolons, enfin il y a pas mal de sarcocolons divers et variés. Et il se trouve que cet arbuste, quand il meurt, il laisse sur le sol une cire. Et cette cire est incandescente. Donc là, je vous montre juste vous verrez tout à l'heure, vous viendrez voir les cires. Voilà, donc il faut comprendre que les branches de cet arbuste sont comprises dans cette cire, et cette cire en fait vient protéger et garder l'eau de l'arbre a priori. Donc on a appelé ça le Bushman Candle, ou la bougie du Boshiman, parce que les Bushmen qui sont maintenant plutôt sur le désert du Kalahari se servaient de cette bougie pour allumer leur feu et pour raconter des histoires autour du feu. Donc, mais quand j'ai senti ça la première fois dans le désert du Kaokoland, j'ai senti cette espèce de note encens. Donc on va la sentir. Stéphanie, tu fais sentir le Bushman? Ouais. Donc vous allez sentir cette note qui est une note très, très encens, très benjoin. Et on réunit en fait dans ces deux matières presque une église au sein du désert du Kaokoland. Et les tribus Imba qui sont en charge de récolter cette cire, en fait, sont très contents de la récupérer parce que c'est une cire qui est facile à ramasser. Sur un arbuste, on peut récupérer plusieurs kilos de cire. Contrairement à la myrrhe, la commiphora, elle colle au doigt. Et quand on peut récupérer quelques millilitres de résine, c'est tout. Et c'est très compliqué à récupérer, surtout sous 42 degrés de température et avec des animaux sauvages qui sont environnants. Donc vous sentez là actuellement donc, cette note encens, un peu poussiéreuse. D'ailleurs, vous sentirez sur le produit brut lui-même le côté poussiéreux. Et c'est assez intéressant et typique. Donc aujourd'hui, les Imba récoltent la myrrhe, ils récoltent le Bushman Candle, et on est en train de travailler sur d'autres matières. Donc l'idée, c'est quand on est sur place, parce que c'est vrai que mon bilan CO2 n'est pas très bon. Donc c'est vrai quand on peut trouver sur place d'autres matières,
c'est quand même bien d'apporter des valeurs ajoutées supplémentaires aux tribus. Je le disais tout à l'heure, grâce à Man, on a réussi à enregistrer ces deux matières, la commiphora et le bushman. Et Man s'est aussi impliqué sur le transfert de technologies, de transformation de ces matières pour que ce soit fait sur place. Donc donner de la valeur ajoutée supplémentaire à ces tribus. Et plutôt que de transporter une tonne de myrrhe, on transporte 70 kg d'essence, ce qui fait effectivement une grosse différence. Donc là, on voit sur cette photo une partie, des femmes Imba qui sont sur les récoltes de résine en haut à gauche. À droite aussi, d'ailleurs, on voit un arbre commiphora derrière. Et on voit leur logement, sur la troisième photo, on voit leurs huttes, qui sont les huttes d'été, quand elles redescendent dans la vallée, pour aller chercher de l'eau, puisqu'il n'y a pas d'eau du tout à cette période-là. Et donc, ils vont se mettre pas loin du fleuve le Kounéné pour avoir de l'eau pour alimenter leurs animaux notamment. Un petit film qu'on a fait avec Ushuaïa TV, TV5 Monde, cette partie sur le bushman, si ça veut bien, ouais. Comment? Ouais. Ah oui. Le son. Beaucoup plus au nord, dans la région du Kaokoland, Stéphane a rendez-vous avec Alu, un collaborateur de IRDNC. Cette ONG namibienne travaille avec le gouvernement. Elle soutient le développement des Imba grâce à un programme économique basé sur la récolte de matières naturelles tout en protégeant l'environnement. C'est une des régions du monde les plus arides. Environ 25 000 Imba vivent dans cette région. Le désert namibien révèle bien d'autres trésors, comme cette résine découverte par les premiers habitants de l'Afrique australe, les San ou Bushman. Un trésor qui leur servait de bougie pour s'éclairer la nuit. On la surnomme la Bushman Candle ou chandelle des Bushman. Aujourd'hui, elle est récoltée au même titre que la myrrhe par les Imba. Utiliser cette résine dans la parfumerie est une façon pour Stéphane de réactiver la mémoire des San. Alors on voit que la branche est emprisonnée. Le travail des Imba, c'est de retirer la branche et donner simplement cette cire. Et cette cire-là qui est incandescente, qui est utilisée par les Bushmen. So as now we are just at the private place. We are not allowed to work in the field. We are not allowed to hunt. We are not allowed for anything. 80% des San ont été dépossédés de leurs terres ancestrales et de leurs ressources. Ils travaillent aujourd'hui comme domestiques ou salariés agricoles. Retour à Puros, où les Imba vont faire enregistrer leur récolte de la journée. Leur récolte de ce matin en sarcocollant. Là, faut peser. Combien? How much? 55. 55. C'est une activité qui est considérée comme un plus puisque leur activité principale reste l'élevage des chèvres et des vaches.
C'est une activité complémentaire qui vient lui rapporter à un moment où la saison est très sèche, où donc les vaches sont maigres, elles ne peuvent pas vendre leur lait, elles ne peuvent pas vendre les animaux à cette saison-là. Et donc ça rapporte un surplus d'argent qui leur permet d'attendre la prochaine saison, de revente d'animaux, de revente de viande, de revente du lait. Par rapport à, à cette pesée notamment du Bushman, elle ne s'est pas compter, donc du coup la balance elle est faite en dollars namibiens, donc quand elles pèsent, elles savent exactement combien elles ont gagné, et l'ONG en fait qui avance l'argent donne cet argent directement au INBA. Mais n'importe qui ne peut pas aller récolter ni l'Amir ni le Bushman, il doit se faire enregistrer en début de saison. La première année, il y avait des enfants qui s'enregistraient, et on sait que nous, dans la parfumerie, il ne faut surtout pas qu'on montre les enfants, etc. Donc les enfants n'ont pas le droit de s'enregistrer. C'est vraiment que, principalement des femmes. Je crois que l'année dernière, il y avait 320 IMBA environ qui récoltaient myrrhe et encens. Un des parfums qui a été fait, il y en a plusieurs qui ont été faits, mais bon, je cite Étoile Gans, qui a été fait par un parfumeur de chez Man, Alex Lee, et qui avait gagné le Scent of Excellence en 2013. Voilà, donc c'est pas, contrairement au santal qui est utilisé depuis pas mal d'années sur la parfumerie, le Bushman est une matière assez récente, puisque le Bushman doit dater de 2008 ou 2009. Donc c'est très très récent dans le domaine de parfumerie. Donc on peut encore trouver aujourd'hui des ingrédients nouveaux pour la parfumerie. Et les travailler de façon durable. Troisième voyage, j'ai encore un peu de temps. Troisième voyage, je vous emmène au Pérou, chez les Indiens Shipibo. C'est une rencontre qui avait lieu notamment avec Michel Runiska et l'association Cœur de Forêt. La société travaille énormément avec les associations, parce qu'une fois qu'on est allé découvrir les matières sur place, il faut quelqu'un qui puisse surveiller que on est bien dans le respect environnemental, qu'on paie bien les producteurs ou récoltants, et on assure une longévité à la filière. Donc c'est un des éléments importants de confier sur place travail aux associations ou ONG. Donc je tiens vraiment à les citer, parce que c'est vraiment un travail, le travail le plus important, il est fait après. C'est pas le travail de découverte. Le travail de découverte, il est facile. Voilà, donc le prix Prioka, qui est en fait une matière qui a été utilisée principalement par Givaudan, pour la marque Natura, était présente aussi chez les Shipibo depuis des centaines d'années, voire peut-être des milliers. Les Shipibo étant le deuxième peuple indigène du Pérou. Utilisait notamment ces racines de Pripioca, qui est en fait un roseau. Et ces racines de roseau étaient utilisées dans une décoction dans de l'eau, et s'en servaient comme filtre d'amour et d'amitié. Donc il buvait cette eau mélangée avec les racines de ce Pripioca, ou piripiri comme ils l'appellent là-bas au Pérou. Le nom latin de cette espèce, c'est le Cyperus articulatus. Et cette espèce qu'on vous montre là, qui est utilisée par les Shipibo depuis des centaines d'années, était utilisée aussi, faisait partie du kifi. Donc on parlait ce matin de l'histoire du kifi, etc. Une des recettes de kifi intégrait ce Cyperus articulatus. Là, on est sur l'Amérique du Sud, donc ce n'est pas celui-ci qui a servi en tous les cas sous les Égyptiens pour faire le cône de kifi, mais cette espèce-là est présente. On la retrouve aujourd'hui, et c'est ça qui est assez drôle, c'est que le Cyperus articulatus existe en Amérique du Sud. On trouve un rotondus et on trouve un articulatus aussi en Afrique, et un odorata. Et c'est sans doute l'odorata qui servait au kifi à l'époque. Les Sénégalais aujourd'hui utilisent le Cyperus articulatus en le faisant torréfier. Donc là aussi, les dimensions du sourceur, ce n'est pas simplement de trouver la matière, c'est aussi une manière de voir comment on pourrait travailler la matière de façon différente pour lui apporter des côtés intéressants pour un parfumeur. Donc le fait que au Sénégal, les femmes au Sénégal le torréfient, on a réussi à faire un produit encore différent, et on peut proposer un piripiri d'un côté, et de l'autre côté, ça s'appelle le goé au Sénégal. Donc on voit ici les Indiens Shipibo, l'utilisation donc dans le cône kifi des Égyptiens. Et cette potion d'amour ou d'amitié, il y a beaucoup chez les Shipibo, à la fois les fumigations,
les invocations auprès des esprits, les boissons, hein, on parle de ayahuasca bien évidemment, mais aussi de ces boissons au piri-piri. C'est partie vraiment de leur vie de tous les jours. Et on est là aussi sur du développement durable. Je fais vite. Voilà. Et la fragrance, on va vous la faire sentir, cette fragrance du piri-piri, qui est une fragrance qui est très cuirée, très cypriole, hein, et fruitée. C'est une matière qui est très puissante, mais qui donne des rendements très très faibles en parfumerie, ce qui fait qu'on essaye surtout de diriger les marques de parfums, les parfumeurs, surtout sur des marques de niche, puisqu'on est sur des volumes annuels de production qui sont très petits. Donc là aussi, le sourceur, c'est aussi choisir dans sa clientèle le débouché qui correspond le mieux à un développement durable par rapport à des volumes prédits. Les parfums faits par Stéphanie à base de piri-piri. Je ne sais pas, Stéphanie, tu pourras en parler. Voilà, qui reflète, il y a un parfum masculin, un parfum féminin, je crois, qui reprend les thèmes de l'amour, de le feu dans les cordes Toltec. Voilà. Donc voilà. Et le rôle, la difficulté du sourceur, c'est pas de trouver la matière. Des matières, il y en a plein. Je reviens à peine d'Australie. Sur l'Australie occidentale, il y a 25 000 matières endémiques d'Australie occidentale qui n'ont pas été utilisées, qui ne sont pas connues du monde de la parfumerie. On connaît de l'Australie le santal aujourd'hui, on connaît le mimosa, puisque le mimosa vient d'Australie, mais il y a des dizaines d'acacias différents. On connaît l'eucalyptus, on connaît le titri, on connaît le boronia, mais vu le nombre de matières, c'est vraiment pas compliqué de trouver. La difficulté du sourceur, c'est d'être patient. C'est de savoir que le temps est un élément important pour déjà repérer la matière, la transformer, la proposer, et puis derrière, c'est l'enregistrement et l'utilisation des parfumeurs. En moyenne, il faut à peu près 5 ans quand on trouve une matière pour qu'elle arrive enfin sur la table du parfumeur. Voilà l'ordre d'idée. Au début, quand j'ai commencé, je me trompais beaucoup. J'étais emballé par toutes les matières. Et maintenant, avec raison, je sais celle qui va plaire aux parfumeurs ou pas. Voilà le rôle du sourceur et mon métier de tous les jours qui me passionne et qui me permet d'aller à la rencontre des récoltants, à la rencontre de cette nature, et puis des parfumeurs, bien évidemment, avec lesquels on travaille de concert.